Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. À l'Assemblée nationale, les députés du groupe parlementaire, les libéraux démocrates, tapent du poing sur la table. Les parlementaires de la deuxième force politique du pays dénoncent ce qu'ils appellent les dysfonctionnements à l'hémicycle. C'était lors d'un point de presse ce mercredi que ces élus ont exprimé leurs préoccupations de la manière dont fonctionne le Parlement guinéen. Omar Sow. N'étant pas majoritaire à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire des libéraux démocrates dit ne pouvoir faire que des propositions de loi. Mais très souvent, selon le président du dit groupe, ces propositions ne bénéficient pas de la bonne attention pour qu'elles fassent l'objet de discussions pour une éventuelle adoption. Face à cette situation, l'honorable Dr Fode Ousou Fofana parle d'une violation récurrente des lois de la République en général et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en particulier. Le règlement en vigueur est constamment violé par le bureau de l'Assemblée nationale avec le soutien de la majorité parlementaire. À titre illustratif. 1. Le refus systématique de procéder au renouvellement annuel du bureau et des commissions générales de l'Assemblée nationale en violation des articles 14 et 25 du règlement intérieur. Autre manquement souligné par les députés de l'opposition, c'est notamment la non-programmation des propositions de loi soumises par les députés du groupe. Les nombreuses actions initiées par les députés en termes de résolution portant mise en place de commissions d'enquête parlementaire ou des questions au gouvernement sont classées sans suite. À ces manquements s'ajoute la gestion opaque du budget de l'Assemblée nationale et le mutisme coupable de son président dans le débat sur le statut et les avantages du chef de file de l'opposition. D'après l'honorable Dr Fode Ousou Fofana, cette situation de blocage systématique peut être observée par l'attitude du gouvernement par le refus de promulguer dans les délais constitutionnels certains textes adoptés par le Parlement, comme c'est le cas des points contenus dans l'accord du 12 octobre 2016. Tout cela dénote la démission de l'Assemblée nationale et du gouvernement face à leur mission régalienne de garantir et de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit dans notre pays. En tout état de cause, le groupe des libéraux démocrates se réserve le droit de prendre toute action utile pour rétablir le droit pour le bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en compagnie du chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée a inauguré ce mercredi les commissariats centraux de police de Matoto, Somfonia et de la police routière de Matoto. Rénovés grâce au financement de l'Union européenne, ces édifices flambant neufs offriront désormais un cadre de travail idéal. C'est une réalisation qui rentre dans le cadre du projet de rapprochement de la police aux citoyens. C'était bien avec Soare Boubacar. La rénovation de ces commissariats par l'Union européenne fait partie des différentes actions entreprises par cette institution pour accompagner la Guinée dans la réforme de ses forces de sécurité et de défense. Il y a quelques mois, l'Union européenne a promis de doter la police guinéenne d'une capacité d'agir avec efficacité, professionnalisme et humilité dans sa mission de service public. Selon le chef de la délégation spéciale de Matoto, Billy Nankouma Keita, cette réalisation changera certes la physionomie de la police, mais ce qui reste à faire est encore énorme. Dans toute partie, 223 secteurs et 853 carrés, vous imaginerez alors que l'édifice qui est là, malgré sa beauté, malgré ses performances, il y a encore du travail sur le terrain. Parce que lorsque l'on voit sur 900 000 habitants sont répartis sur 37 km², il faudra comprendre le travail que la police a à faire. Abili Nankouma d'ajouter que la population de Matoto reste reconnaissante envers la police vu le réel changement senti dans le comportement de ses agents sur le terrain. De quoi se réjouir de la création de la police de proximité qui est en train de faire du chemin dans cette commune. Le chef de la délégation de l'Union européenne, lui, se félicite du retour de la confiance des communautés en ceux qui doivent les protéger. Géraldus Gelin invite tout de même les citoyens à faire preuve de citoyenneté dans cette réconciliation. Je remercie la délégation spéciale aussi pour ce témoignage sur ce qui a pu être fait. Demander aussi aux citoyens un effort en matière de citoyenneté pour que la relation entre policiers et civils puisse évoluer vers la compréhension
et le respect mutuel. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Maître Abdoul Kabile Kamara, abordera aussi dans le même sens. Ces édifices vous appartiennent en premier lieu, plus que les policiers. Eux, ils sont des fonctionnaires qui peuvent être mutés, mais vous êtes des résidents et en même temps des responsables à part entière de tous les biens sociaux. Je vous confie ces commissariats et les fonctionnaires qui sont mis à votre disposition. Les clés de ces bâtiments rénovés et équipés par l'Union européenne ont été remises officiellement ce mercredi. Il revient désormais aux autorités guinéennes de les faire vivre et entretenir. Justice, le procès dans l'affaire Joachim Baba Milmono contre Martine Condé s'est ouvert ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum. La présidente de la haute autorité de la communication absente à ce procès est accusée entre autres d'abus de pouvoir et de menaces. Nsira Fofana, Moussa Sefa Kamara. Visiblement, le contentieux judiciaire opposant Joachim Baba Milmono et la présidente Martine Condé est loin de connaître son épilogue. Après plusieurs plaintes adressées à la patronne de la HAC, le procès s'est enfin ouvert ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum. Menaces, abus d'autorité sont entre autres charges retenues contre la présidente de la HAC. Depuis près de 8 mois, Madame Martine Condé l'empêche d'accéder à son bureau, le prive de son salaire, le prive des avantages liés à son salaire, le met dans la nature, alors qu'il est bénéficiaire d'un décret présidentiel. Les arriérés de salaire, les avantages autres aujourd'hui, se lèvent à près de 100 millions de francs guinéens. Le différend qui oppose Martine Condé et Joachim Baba Milmono date de plusieurs mois et tourne autour de la gestion de la haute autorité de la communication. Mais malgré l'absence à ce procès de Martine Condé et ses représentants, Maître Salifou Beyavogui dit vouloir aller jusqu'au bout. Qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, cela n'arrête pas la procédure. Nous irons jusqu'au bout. Le tribunal a fixé la caution à 3 millions de francs guinéens. Nous satisferons à cette obligation pour que justice soit dite. Parce qu'elle n'a aucun droit, elle n'a aucun titre, elle n'a aucune qualité de s'opposer à l'exécution d'un décret présidentiel. Déjà, l'ouverture de ce procès suscite de l'espoir quant au triomphe de la vérité dans ce dossier, souligne Maître Salifou Beyavogui. L'humanité célèbre chaque année le 31 mai la journée mondiale sans tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 9 millions de personnes en meurent chaque an. Et à travers le monde, cette situation inquiète l'OMS et estime que le phénomène constitue un frein au développement. Du coup, l'institution invite les décideurs politiques à renforcer davantage les stratégies anti-tabac sur leur territoire. Diao Bachir, commentaire. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides volontaires. Le tabac, une menace pour le développement. Avec ce thème retenu cette année, la journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. La campagne permettra également de mettre en évidence la menace que représente l'industrie du tabac pour le développement durable de tous les pays, notamment la santé et le bien-être économique de leurs citoyens. Elle proposera des mesures à prendre en vue de promouvoir la santé et le développement en luttant contre la crise mondiale du tabagisme. Mais l'influence de l'industrie du tabac pour lutter contre les lois et réglementations du tabac est incontestable compte tenu notamment du lobbying dont bénéficie cette industrie dotée de moyens financiers supérieurs à ceux des nombreux États. Capitaine Moussa Dadis Camara, une parenthèse guinéenne. C'est le titre de la toute dernière œuvre que le journaliste écrivain Yamoussa Sidibé vient de mettre à disposition du public lecteur. L'auteur, à travers cet essai, explique pour comprendre les agissements d'un jeune capitaine qui a toujours pensé que son destin était de commander un jour le pays. Dans un style de direct, donc journalistique, l'actuel directeur général de la RTG
relate l'histoire de la Guinée récente. Alcine Diallo. C'est une œuvre littéraire qui a tout son pesant d'or dans l'histoire récente de la Guinée. Avec 53 pages et 23 chapitres, l'auteur, qui n'est autre que le directeur général de la RTG, a, avec une pensée profonde, jugé nécessaire de coucher sur papier les faits de la Guinée rien que pour ces 30 dernières années. Du défunt général Lansana Conté à la présidentielle de 2010, en passant par le capitaine Moussa Dadis Camara, rien n'a été occulté par l'auteur. Ce livre parle un peu de l'histoire récente de la Guinée, de la période de maladie du général Lansana Conté aux élections de 2010 qui ont porté le président Alpha Condé au pouvoir. Donc c'est un peu un regard sur ce qui s'est passé dans notre pays. Les intrigues pendant la maladie du président, les intrigues au sérail, la prise de pouvoir par les jeunes officiers conduits par le capitaine Moussa Dadis Camara, l'attentat contre le capitaine Moussa Dadis, tout ce qui s'est passé jusqu'à son éviction du pouvoir en décembre. Pour ce tome de lettres, écrire cet ouvrage intitulé Capitaine Moussa Dadis Camara, une parenthèse guinéenne, était une façon pour lui de rappeler à la nouvelle génération l'histoire de son pays, mais aussi de mettre les garde-fous pour son avenir. L'intérêt, c'est découvrir notre pays, notre histoire, c'est avoir le courage de nous regarder dans les yeux, savoir ce qui s'est passé, dire à la postérité, voilà notre période, ce qui s'est passé dans ce pays-là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire mieux que nous, prendre des raccourcis par exemple. Loin de lui l'idée de comparer les uns aux autres, le journaliste qui écrit relate les faits vécus et témoignés pendant cette période. Homme de lettres et journaliste, l'écrivain a su faire l'émulation entre les deux pour écrire son ouvrage. Je suis d'abord homme de lettres, puisque j'ai fait lettres modernes à l'école. Quand je sortais, j'étais diplômé en lettres modernes. Et je suis aussi journaliste. Donc les deux se retrouvent dans mon style. Vous remarquerez que le présent de l'indicatif est très utilisé parce que je fais comme si c'était un direct, comme si un journaliste faisait un direct. J'observe, je relate, j'observe, je relate. Donc c'est un peu le style là que j'ai utilisé, le style temps présent qui relate au présent les choses qui se passent. Édité par l'Harmattan Guinée, cette œuvre littéraire est déjà disponible dans tous les points de vente. Elle a été dédicacée lors du lancement officiel de l'événement culturel Conakry, capitale mondiale du livre, au mois d'avril dernier. Religion à présent avec la 36e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran et de la culture générale qui a démarré ce mercredi à Conakry. Organisée par le secrétariat général aux affaires religieuses, la compétition met en prise 210 candidats et l'initiative est un moyen pour vulgariser les connaissances islamiques et du livre saint. Bountrabi Keita, explication. Ceci est la voix de Aïcha Diallo, lauréate de l'édition précédente. C'est elle qui a donné le ton de cette 36e compétition nationale de lecture du Saint-Coran. Une émulation qui favorise la promotion de l'islam et de la cohésion sociale dans le pays. Selon le secrétaire général aux affaires religieuses, la maîtrise du livre saint par un enfant l'épargne de la délinquance et autres travers. Nous sommes persuadés qu'un enfant éduqué par le Coran est un enfant qui aura définitivement échappé à la délinquance juvénile, à la toxicomanie, à l'alcoolisme, au banditisme et enfin à toutes les formes de dépravation qui sont aujourd'hui un péril pour notre jeunesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour nous exhorter, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Saint-Coran et l'a enseigné aux autres. Conscient de la place qu'occupe l'islam dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le pays, le président de la République interpelle les imams à prêcher davantage dans les lieux saints en faveur de la citoyenneté et la lutte contre les travers sociaux. Dans les mosquées se retrouvent la plupart de nos compatriotes. Ils doivent être donc les porte-parole de la solidarité et de la tolérance. Mais nous avons encore beaucoup de temps, que ce soit la consommation de drogue, de l'alcool ou l'incivisme.
Tout cela est contraire aux enseignements du Coran. Il revient donc aux imams d'être des véritables guides spirituels. Et j'espère que ce concours, où il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui vont participer, puisse choisir le meilleur. Mais surtout, que ça encourage les autres à davantage s'engager dans la maîtrise du Coran. Selon le président de la République, l'islam serait de nos jours instrumentalisé avec la montée en puissance du terrorisme dans la sous-région, une action qui ne favorise pas la tolérance. Et justement, Bountourabi Keïta, c'est aussi un espace que le président de la République a trouvé opportun pour inviter les imams à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre les mariages précoces et l'excision. On écoute le professeur Alpha Condé au micro de Saloum Condé. Les imams aussi doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos femmes. Il y a trop de mariages précoces. Jeunes filles qui se marient avant l'âge de la puberté. Ça les empêche, non seulement ça les déforme, mais ça les empêche d'étudier. Il faut qu'on se penche. La Guinée aujourd'hui, très en retard dans ce domaine. Nous avons fait le point dernièrement au sommet de l'Union africaine, puisque nous avons chargé le président Lungue de Zambie d'être le champion pour la lutte contre les mariages précoces des jeunes filles. La Guinée n'est pas très bien placée. Le deuxième aussi, c'est l'excision des femmes. Là aussi, nous sommes très en retard. Donc, monsieur le secrétaire général, quand vous dites que la région se porte bien en Guinée musulmane, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Ayons le courage de nous regarder en face devant nos torts. C'est quand nous voyons nos tares que nous pouvons les corriger. Mais si on marche nos tares, nous ne pourrons jamais les corriger. Alors, que nous tous donnons-nous la main pour lutter contre ces tares qui gangrènent aujourd'hui la religion musulmane en Guinée. Sport, le Sili Cadet, après sa brillante participation à la 12e édition de la CAN des moins de 17 ans, les poulains de Suleiman Kamara Abedi ont regagné le Bercail hier mardi. Et ce mercredi même, c'est un accueil dû à leur rang que la Fédération guinéenne de football leur a observé à son siège de Kaloum. Moussa Sefa Kamara était de la partie. Suivez son compte rendu. C'est avec un visage plein de gaieté que des membres de l'institution fêtière du football et d'autres acteurs du Cuiron ont accueilli les poulains de Suleiman Kamara Abedi. Vu les prestations brillantes dont ont montré les jeunes à cette compétition, tous s'accordent que l'objectif assigné n'a pas été atteint certes. Mais la volonté d'aller plus loin est lisible avec les prouesses réalisées par les gamins. L'entraîneur principal meurt encore d'envie de grandir et pour cela, il demande l'apport du président de la Fédération guinéenne de football. Je veux grandir. Pour mieux grandir, il nous faut écouter, me soumettre, écouter les aînés. Aujourd'hui, nous sommes 3e de la compétition, ce n'était pas l'objectif. Je suis jaloux, mais du côté positif. Mon objectif, c'était de venir avec le trophée pour la première fois dans l'histoire du football guinéen. Mais qu'à cela ne tienne, on va continuer à travailler, penser à faire le résultat. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dire de m'aider encore à aller faire les stages d'observation pour mieux être initié. D'ici 2023, Abedi veut se retrouver avec l'équipe. Réconforté des résultats obtenus par l'équipe, Mamadou Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, les qualifie de véritables héros. On a le meilleur buteur, les meilleurs des matchs. Ce qui veut dire qu'on était les meilleurs, mais Dieu n'a pas voulu que nous prenions le dernier. Sinon, le reste, on a tout ramassé. Donc, félicitations, vous êtes des héros. Le Sili Cadet, 3e du tournoi, derrière le Ghana et le Mali, champion pour la 2e fois consécutive, rentre à la maison avec beaucoup de trophées remportés. Il s'agit notamment du titre de meilleur buteur et des hommes de match. Sur le continent, le massacre de Kasaï-Kinshasa sort enfin de son silence. 24 heures après l'annonce des sanctions de l'Union européenne, le régime du président Kabila réagit. Peut-être le temps de retrouver des éléments de langage alors qu'une dizaine de responsables sont soupçonnés d'avoir violé les droits de l'homme et sont considérés persona non grata en Europe. C'est Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, qui exprime ses doutes quant à la pertinence de ces sanctions. Suivez. Dénonçons cette décision parce que nous estimons qu'elle n'est pas conforme aux principes sacro-saints qui régissent les relations internationales,
Deuxièmement, elle ne tient pas compte de la réalité sur place et du contexte. Je donne un exemple. On incrimine le ministre qui est en charge de l'Intérieur et de la Sécurité de pouvoir organiser la répression des Kamwena Nsapu. Des centaines de citoyens congolais ont été massacrés par ces insurgés, ces rebelles. Et lorsque le ministre qui est en charge de rétablir l'ordre s'engage, on le qualifie immédiatement de faire usage disproportionné de la force. Restons toujours dans la région pour dire que c'est une compilation, un inventaire qui fait froid dans le dos. L'ONU vient d'adresser le bilan de 12 ans de violence et de conflits en République centrafricaine. Tueries, viols collectifs, torture, un recensement de crimes et d'exactions qui servira de document de base pour la Cour pénale spéciale de Bangui. Suivez. Dans le petit hôpital de Bambari, tous les lits sont occupés. Ces 10 derniers jours, plus de 300 blessés sont arrivés de l'est du pays. Germaine a fui à Lindao avec sa fille sous le bras. Les rebelles sont arrivés mardi dernier, vers 9h. Ils ont envahi le village et brûlé toutes les maisons. Ensuite, ils se sont mis à tirer dans tous les sens. Et quand nous avons essayé de fuir, ils nous ont visés. J'ai reçu une balle dans le bras gauche. Et ma fille a été blessée à la poitrine. Dans ce camp de déplacés, la plupart font les mêmes récits de violence et d'horreur. Chacune de leur histoire pourrait figurer dans le rapport de l'ONU. Villages brûlés, viols collectifs de femmes et d'enfants, exécutions sommaires, tortures, 620 crimes sont documentés. Ça recense très précisément les crimes qui ont été commis et qui nous ont été signalés. Le but, c'est d'envoyer le signal, en particulier aux gros poissons, ceux qui donnent les ordres de commettre ces massacres et ces viols, que cela ne sera plus toléré. Ils sont surveillés, leurs crimes sont connus et nous continuerons à les documenter. Et ces documents pourront alimenter l'enquête de la Cour pénale spéciale, installée la semaine dernière à Bangui. Elle doit mettre fin à l'impunité. La mobilisation ne faiblit pas dans le Rif marocain, la grogne non plus, je vais dire. Une nouvelle manifestation hier à Al-Hosseina, épicentre de ces mouvements déclenchés par la mort tragique d'un vendeur d'étalagistes il y a 6 mois. Depuis, ils sont des milliers à dire leurs mots, à dénoncer la corruption supposée des autorités. Suivez. Force de police d'un côté, dizaines de jeunes manifestants exaltés de l'autre. La manifestation d'hier soir a débuté sous pression. Mais pas de violence et pas d'erreur. Un cordon est mis en place pour éviter l'affrontement. Les instructions ont été clairement posées côté manifestants. La contestation ne faiblit pas, c'était clairement le message hier soir, avec 2 slogans majeurs. Pas de violence et nous sommes tous Zefzafi. D'abord très en retrait, le père de Nasser Zefzafi a finalement pris la parole, conduit par la nouvelle porte-voix du mouvement, une femme de 36 ans, mère de 4 enfants. 2 heures de rassemblement sans incident, pour la plupart des jeunes, mais aussi des femmes et des pères de famille, inquiets des arrestations qui ont lieu ces derniers jours, en marge des contestations du soir. Aujourd'hui, 6e jour de mouvement, et rendez-vous est pris ce soir dans le quartier de Sidi Habib. Mais au juste, pourquoi le désespoir de cette jeunesse du Rif? Aujourd'hui, ils sont rejoints dans le mouvement par des activistes. Suivez les explications. Chaque soir depuis vendredi, cette rue calme de quartier populaire s'emplit et déborde de slogans. C'est leur secteur et celui de Zefzafi, là que la jeunesse manifeste depuis que la grande place du centre-ville leur est interdite, là qu'ils se rassemblent. On sort un peu de notre colère, on essaie d'exprimer ça. Quand on sort en ville, on ne se sent pas à l'aise. Terminer la corruption, ça suffit de voler la fortune du peuple, de nous mettre systématiquement de côté. Saïd et Mohamed ont manifesté hier soir pour la première fois. Tous les 2 profs de philo, curieux de bien comprendre. Bon, on va au marché central d'Al-Hosseima. Au marché central, quelques commerces ont baissé leurs rideaux. Solidarité.
Spontanément, un attroupement se forme et la conversation s'engage. Non, concernant nos droits, on a demandé des facultés, des hôpitaux, et surtout pour le cancer, parce que c'est ici, dans la région du Rif et d'Al-Hoceima, qu'il y a le plus de cancers. La violence dans les manifs, on n'en veut pas. Saïd tient toujours son carnet et ses principes. Il cite Spinoza pour expliquer sa présence. Je ne crois que ce que je vois. Les gens font le contraire, ils ont des préjugés. C'est toute la différence entre celui qui veut comprendre et l'ignorant. Je vois que la jeunesse d'Al-Hoceima a porté ce mouvement de contestation. Et ils iront jusqu'au bout pour leurs droits. Ce n'est que justice. Revendiquer n'est pas violence, disent-ils, mais s'écouter et surtout se faire entendre devient l'enjeu. Comme Nawal qui prenait le micro hier soir pendant la manifestation. Pas si simple, la pression est réelle, mais en défendant le Rif, disent-ils, ils défendent les enfants du pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout au compte de cette édition d'information. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Au revoir.